le 25 juillet, la terrasse des Feuillants, qui est la terrasse qui sépare la rue de l'accès au palais, hein, au château des Tuileries, elle est mise sous la police de l'Assemblée. Le roi va être bien gardé. Le Journal général de l'Europe, qui est une publication philosophique, c'est-à-dire relais des idées libérales du siècle, les encyclopédistes, les physiocrates, enfin vous voyez, le journal de la pensée nouvelle, les Lumières, le journal des Lumières. Voilà. Il demande le 24 juillet la nomination jusqu'à la paix de Roland, Servan et Pétion, qui sont vrais et incorruptibles amis du peuple. Il demande qu'il soit nommé dictateur. C'est-à-dire qu'il prépare la suite, quoi. La suspension des pouvoirs du roi pour la même durée, et, une fois la paix signée, l'élection d'une convention nationale. Alors, que cherchent les Girondins, comme on peut le voir d'après leur relais Journal général de l'Europe? Ils veulent réduire le roi à leur merci. Ils n'ont pas dit qu'ils voulaient s'en séparer. Ils ne parlent pas de république. Ils ne parlent pas de république. Ils parlent soumission du roi. Le roi a encore trop d'indépendance. Et en fait, ils veulent quoi? Ils veulent le pouvoir. Voilà. Ce sont des gens qui estiment que le roi en a encore trop et eux pas assez. Le roi écrit le 31 juillet. Depuis plusieurs jours, la tranquillité publique est troublée dans la capitale et des actes de violence s'y répètent avec une scandaleuse impunité. Hier en particulier, pendant toute la journée, des vexations sans nombre ont été commises. Les propriétés, les personnes, rien n'a été respecté. Des citoyens ont été arrêtés dans leur route, plusieurs ont été insultés, quelques-uns même ont été victimes des coups qui ont été portés dans les Champs-Élysées. Et par un attentat à la liberté individuelle plus inconcevable encore, 2 citoyens ont été constitués prisonniers par les Marseillais et détenus en charte privée dans cette même ville où les détentions arbitraires ont été justement placées au nombre des crimes que notre législation punit le plus sévèrement. Des heures se sont écoulées avant qu'il soit remis entre les mains du juge de paix. Le roi n'a pu voir sans indignation les lois violées avec tant d'audace sous les yeux du corps législatif et sous les siens. Son premier devoir est de garantir à chaque individu la liberté et la sûreté que la Constitution lui promet. Eh bien, ça n'est plus qu'un vœu pieux. Le roi peut écrire ça, tout le monde s'en fiche. Enfin, ceux qui ont la responsabilité de l'ordre public s'en fichent. La garde parisienne sait maintenant qu'elle n'a aucune protection et aucune justice à espérer de l'Assemblée, qui laisse les Marseillais et autres faire la loi avec la violence qu'on vient de décrire. Les fédérés marseillais ont donc la permission du maire de maltraiter et de détenir arbitrairement, de blesser et de tuer qui il leur plaît. C'est le chaos. Un courrier parvient au roi. Les Girondins lui offrent de s'associer à lui s'il rappelle Roland, Clavière et Servan au ministère. Allez, Majesté, on arrête, hein? Vous signez là? Le roi dit non. Le 3 août, Pétion annonce à l'Assemblée de la part de la commune, alors Pétion c'est le maire, hein, président de la commune, le maire de Paris, de la part de la commune, il annonce à l'Assemblée qu'il veut que le duc d'Orléans prenne la place du roi. Mais pourquoi se gêner? Pourquoi se gêner? Donc on veut, lui, il ne parle toujours pas de république, il parle de remplacer un roi par un autre. Le 4 août, la section de Mauconseil, elle se réunit dans l'église Saint-Jacques de l'Hôpital. Alors Saint-Jacques de l'Hôpital, non, je confonds Saint-Jacques de l'Hôpital et Saint-Jacques de la Boucherie, donc je ne sais pas où est Saint-Jacques de l'Hôpital. La section réunit au nombre de plus de 600 citoyens délibérant sur les dangers de la patrie, considérant que Louis XVI a perdu la confiance de la nation et que les pouvoirs constitués n'ont de force que par l'opinion, on revient toujours à l'opinion, et qu'alors la manifestation de cette opinion est un devoir rigoureux et sacré pour les citoyens, proclame « Unissons-nous tous pour prononcer la déchéance de ce roi cruel ». Alors, accoler cruel à Louis XVI, c'est suffocant. C'est suffocant. Ça veut dire quoi? La section annonce, alors la suite, cette section de Mauconseil, alors elle dit, réunie sur plus de 600 citoyens qui ont délibéré, que si le 9 août la déchéance n'est pas prononcée, les patriotes des 2 quartiers sonneront le tocsin et marcheront sur le château. Une section. Un citoyen de la section de Mauconseil prend la parole et dit qu'on a fraudé scandaleusement en signant pour les absents. C'est la tyrannie du vote, qu'on va dire populaire, qui fait dire ce qu'on veut du moment qu'on dit c'est populaire. Le 8 août, les Jacobins demandent un décret d'accusation contre Lafayette. Lafayette pour avoir osé venir à la tribune de l'Assemblée le 29 du mois précédent dire qu'il fallait arrêter, il fallait fermer les Jacobins. Donc les Jacobins demandent un décret d'accusation contre Lafayette et ce décret est rejeté massivement
424 voix contre 206. À la majorité écrasante, l'Assemblée ne veut pas qu'on poursuive Lafayette. Après la séance, les fédérés marseillais et brestois pourchassent les députés qui ont voté contre. Ils les insultent, ils leur jettent de la boue et des pierres. Ils vont les insulter dans leur domicile qu'ils menacent d'incendier et ils font mine de les égorger ou de les pendre. Terroriser ces députés, alors députés représentants de la nation, on est bien d'accord là. C'est toujours les élections à la législative. Terroriser ces députés sont presque tous absents à la séance du lendemain quand l'Assemblée se déclare permanente. Donc le 9 août, l'Assemblée est permanente, mais il n'y a plus tout cela. Attendez, après ce qu'on leur a fait subir. Et alors, ils envoient leurs plaintes par écrit en disant qu'ils vont en appeler à leurs électeurs. Et au moment où leurs plaintes sont lues à l'Assemblée, où ils parlent d'en référer à leurs électeurs, tout le monde rigole. Des députés demandent à ce moment-là qu'on fasse sortir l'Assemblée de Paris pour la protéger des émeutiers. C'est-à-dire qu'une Assemblée ne peut pas délibérer avec l'émeute dans les tribunes en permanence. Et là, ce n'est pas que dans les tribunes, c'est à la sortie également. C'est-à-dire que vous avez le malheur, quand vous êtes député, de ne pas dire comme veulent les fédérés. Hein, vous êtes un aristocrate. Il y avait que deux solutions. Vous êtes patriote ou aristocrate. Donc si vous n'êtes pas avec eux, vous êtes contre eux. Donc ils demandent que, pour protéger la voix de la nation, hein, de l'émeute, on fasse sortir l'Assemblée de Paris. Et qu'on la mette plus loin. Eh bien, deux Girondins s'y opposent en disant « Il n'est pas vrai qu'une faction domine les représentants du peuple. » Tous ces mouvements insurrectionnels sont dirigés par des Girondins avec Petion et le Conseil général de la commune. La force publique est sous les ordres immédiats de Petion. La fin de la monarchie. Ça y est, c'est fini. Les Girondins ont lâché un monstre. Mais ils ne le maîtrisent pas. Ils commencent à avoir peur. Ils se rendent compte que l'insurrection, ils peuvent aussi bien, une fois qu'ils l'ont lâchée, ne pas la maîtriser. Le 7 août, juste avant le moment fatidique, ils envoient Petion à Robespierre pour tenter d'arrêter une insurrection dont ils savent qu'il est là. Robespierre, il est de tous ces coups-là. Donc, Petion lui propose qu'on prononce d'abord la déchéance du roi par l'Assemblée. Et Robespierre lui répond « Le peuple et les fédérés ne vous croient point, tout se prépare à l'insurrection. » Mais c'est qui le peuple dont parle Robespierre, en fait? Vous savez, j'ai noté que quand je me suis intéressé au délire des jansénistes, ils avaient comme une oreillette directe avec le bon Dieu. Dieu m'a dit, bah, lui c'est le peuple. Robespierre, il a une oreillette directe avec le peuple. Et quand Robespierre parle, c'est le peuple. C'est le peuple. Donc, vous avez compris qu'on prépare l'insurrection, on va renverser le roi, on veut une convention. L'insurrection, elle est préparée et exécutée par un directoire secret des fédérés qui se réunit aux Jacobins. Les Jacobins, à l'heure actuelle, c'est en face de l'école de médecine. Hein, je crois qu'il doit rester un bout de l'église. Hein, c'était un ancien grand couvent. On peut encore... Alors, j'ai pas visité, je suis passé devant, mais j'ai pas visité. Donc, le directoire secret des fédérés a extrait d'un comité central de 43 membres, 5 personnes. On ne connaît pas le nom, enfin, je ne vous donne pas le nom, parce que je les ai gommés, j'ai vu, ce sont des inconnus qui resteront inconnus. Mais ces 5 inconnus, on va leur adjoindre 10 personnes, dont un certain Cara, journaliste, un certain Fournier l'Américain, qui refera parler de lui, un certain Santerre, dont on a déjà entendu parler et dont on va de nouveau entendre parler, et un certain Westermann. Dans 2 ans, ce Westermann écrira, c'est le même, écoutez bien. Il n'y a plus de Vendée. Elle est morte, sous notre sabre libre, avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais et les bois de Sarney. J'ai écrasé les enfants sous les pieds de mes chevaux, massacré les femmes qui n'enfanteront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher. J'ai tout exterminé. Westermann, il est là. Le comité central décide de détourner le drapeau rouge. Vous savez ce que c'est que le drapeau rouge? Le drapeau rouge, c'est le signe de la loi martiale. D'après la loi, au signal du seul drapeau, quand on sort le drapeau rouge dans la ville, tous les attroupements avec ou sans armes deviennent criminels et doivent être dissipés par la force. L'idée de ces révolutionnaires est de retourner le drapeau rouge en disant que on proclame la loi martiale du peuple souverain contre la rébellion du pouvoir. C'est-à-dire que c'est le roi qui est rebelle. Et on va hisser le drapeau rouge pour renverser la rébellion du pouvoir. Une affiche est placardée dans Paris. Ceux qui tireront sur les colonnes du peuple seront mis à mort sur le champ. Ah oui, par qui?
Qui décide? Qui fait la loi? Le directoire révolutionnaire des fédérés fixe la nuit du 9 au 10 août le signal de l'insurrection et la dernière heure de la monarchie. Maintenant, je vais vous lire la dernière lettre que le roi a écrite comme roi. Écoutez. J'ai eu l'honneur d'écrire plusieurs lettres à l'Assemblée nationale pour demander une loi répressive contre ceux qui provoquent la multitude au crime. Elle n'a encore rien fait. Chaque jour, les agitateurs excitent le peuple aux actes de violence les plus criminels. Hier encore, des citoyens ont été poursuivis, accablés d'injures et de coups. Des membres même de l'Assemblée nationale ont été outragés. On les a vus forcés de fuir devant des troupes de furieux sur la place Vendôme, au Carrousel, aux environs du Palais Royal. Ils ont été réduits à se cacher dans des maisons particulières, à se réfugier dans les corps de garde, à s'échapper par des issues dérobées. Hier au soir, plusieurs députés ont été insultés sur la terrasse des Feuillants, quoique escortés par la gendarmerie nationale. Le commandant de la garde de l'Assemblée étant à son poste a été attaqué et sabré. La probité, l'honneur, le devoir se réunissent pour m'obliger de vous déclarer que sans le secours le plus prompt du corps législatif, il est impossible au gouvernement de répondre de la sûreté des personnes et de la tranquillité publique. Nous sommes le 9 au soir. Brissot, il propose au roi de lui faire quitter le royaume contre 12 millions en espèces. 12 millions en espèces. Si on compare les revenus d'une famille moyenne de l'époque et de maintenant, il lui propose, Majesté, on vous fait sortir pour 300 millions d'euros. Eh bien, on ne saura pas si le roi l'aurait fait ou pas. Ce qu'on sait simplement, c'est qu'il ne les avait pas. C'est certain. La section du théâtre français, du rue de l'école de médecine, présidée par Danton, héberge le bataillon de Marseille. On leur distribue 100 cartouches par personne. La garde nationale parisienne, elle, est encore royaliste. Et vous savez comment on le sait? Parce qu'un certain journaliste, Prudhomme, alors Prudhomme est un personnage très très intéressant, il démarre la Révolution à fond avec les révolutionnaires, et il sera un des plus farouches dénonciateurs de toutes les atrocités commises. Il a vraiment un personnage à suivre, Louis-Marie Prudhomme. Il écrit, dans les guinguettes, alors c'était l'époque où il était encore très très anti-monarchiste, dans les guinguettes, des chansonniers glapissaient des complaintes niaises mais attendrissantes sur le sort du tyran. J'ai vu le buveur laisser tomber dans son vin une larme en faveur de Louis Capet. Cette complainte sur l'air du pauvre Jacques commence ainsi. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? On en vend par milliers, elle fait oublier l'hymne des Marseillais. C'est-à-dire que les Parisiens, eux, aiment encore le roi, et un anti-royaliste comme Prudhomme est là pour leur marquer. À 1h du matin, le tocsin sonne. Alors je vous recommande, si vous voulez savoir ce que c'est que le tocsin, nous sommes à l'heure d'Internet. Vous faites tocsin vidéo et vous allez entendre ce que c'est que le tocsin. C'est un appel de cloche lancinant, effroyable, qui a sonné en août 1914, pour appeler les malheureux paysans français à lâcher leurs champs et leurs moissons pour aller se faire trouer la peau. Guerre de 14, quoi. Je ne sais pas s'il a sonné depuis, mais si vous voulez avoir une idée de ce que c'est que le tocsin, écoutez ça. Et essayez d'imaginer la nuit du 9 au 10 août à 1h du matin, ce qui a réveillé les Parisiens. Les ministres, les rois sont complètement désarmés. Et ils sont placés sous la sauvegarde du maire, qui est l'allié public objectif de l'émeute. La garde nationale de Paris, dont on vous a dit qu'elle était encore royaliste, n'a plus depuis fin 91 un commandant général. On leur donne un commandant nouveau tous les 2 mois. Alors essayez d'avoir la discipline des troupes avec un gars qui change tous les 2 mois. Le commandant de ce moment-là s'appelle Mandat. Donc il reste quand même une garde nationale et Mandat pour la diriger. Quand Mandat va chercher des munitions, on lui refuse. C'est-à-dire que la garde nationale n'a même pas d'armes. On a donné toutes les cartouches. Enfin, elle a de l'armes mais pas de cartouches. On a tout donné aux Marseillais. Les colonnes se mettent en marche à 6h du matin, vendredi 10 août 1792. À 1h du matin, vous avez 192 délégués des sections qui se présentent à l'hôtel de ville. Alors, c'est quoi des délégués des sections? Je vous expliquais, les sections, elles siègent de façon permanente. Pour vous dire, par exemple, comment les délégués de la section des Lombards, celle qui siège à Saint-Jacques-de-la-Boucherie, alors Saint-Jacques-de-la-Boucherie, la fameuse tour Saint-Jacques,
qu'on voit au Châtelet, c'est l'ancienne tour de Saint-Jacques-de-la-Boucherie. C'était la plus grande église de Paris. C'était l'église où se réunissait la corporation des bouchers, enfin entre autres, mais en l'occurrence. Donc, les sections se réunissant dans les églises, la section qui se réunit à Saint-Jacques-de-la-Boucherie s'appelle la section des Lombards. Il y a 8 personnes qui ont délégué 5 commissaires. Et toutes les sections vont faire autant. Les 192 délégués qui se présentent à la mairie de Paris à 1h du matin ont été nommés par 400 personnes. Paris a 500 000 habitants. Ils arrivent dans la mairie et ils chassent les 192 membres de l'ancienne municipalité. Ça s'appelle une commune insurrectionnelle. L'insurrection est maîtresse, vous partez, nous prenons la place. Ils vont gouverner la France, ils ne vont pas gouverner que Paris. Ça s'appelle la permanence des sections, pendant que les gens normaux dorment. Voilà. Seuls Petion et Emmanuel sont conservés de l'ancienne municipalité. Il y a un nouveau venu, qui s'appelle Talien, qui fera parler de lui plus tard. Et à 4h du matin, la nouvelle commune s'installe. Ah ben c'est populaire, hein. C'est la démocratie. Non, on ne dit pas mais démocratie, on dit le peuple, on dit la volonté du peuple. Donc voilà. La commune s'installe à 4h du matin et elle veut voir Mandat, le commandant de la garde nationale. Mandat est chez le roi. Alors on va le chercher. Il vient, on l'interroge, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que vous avez fait ceci, cela, oui, bon. Approchez-vous monsieur. Il s'approche du perron et là, il est massacré. À coups de pique, à coups de sabre, à coups de pistolet. Et devant son fils qui hurle, on jette son cadavre à la Seine. Eh bien maintenant, il n'y a plus personne pour nous embêter, on peut y aller. À 7h du matin, l'Assemblée, à 7h du matin, elle s'est rassemblée. Les gens savent quand même qu'il se passe quelque chose et les députés se sont retrouvés à l'Assemblée. Alors vous savez où elle était, l'Assemblée? Elle était à l'emplacement actuel de la rue de Rivoli. Il y avait ce qu'on appelait le manège, c'était le manège des chevaux du roi. Et donc d'un côté, vous aviez la rue Saint-Honoré, je crois, et de l'autre côté, le jardin des Tuileries. C'est ça le manège. Et c'est là que l'Assemblée se réunit. Donc le manège est à 5 minutes à pied du château des Tuileries. Donc l'Assemblée est réunie à 7h du matin. Elle apprend que Mandat vient d'être massacré. Bouge pas. Bouge pas. Bah, il va falloir un nouveau commandant pour la garde nationale. Ah, ben on a quelqu'un de très bien, c'est Santerre, hein, toujours le même. Santerre, c'est un brasseur. C'est un gars qui, dans le faubourg Saint-Antoine, je crois, et il fait de la bière. Donc il a de quoi régaler et aviner les gens qu'il manipule. Et c'est un affidé du duc d'Orléans, Santerre. Hein, c'est une évidence, voilà. Donc, il est nommé commandant de la garde nationale par acclamation. C'est bien la acclamation. Vous applaudissez très très fort. Par exemple, voilà, monsieur, voulez-vous que monsieur soit président de la République? Ça y est, il l'est. C'est comme ça que ça se passe. En l'occurrence, c'est pas possible. Hein? Vous pouvez essayer. Voilà. Donc, à 8h du matin, Laurent a compris que la résistance ne serait pas... il n'a pas les moyens, quoi. Il n'a pas les moyens. Il se rend au manège et il demande la protection de l'Assemblée. L'Assemblée nationale lui accorde sa protection et il entre avec sa femme, ses enfants. Et ils sont mis dans la loge du logographe. Alors le logographe, comment, vous êtes peut-être demandé comment on sait tout ce qui s'est dit à l'Assemblée nationale. Ben, il y avait des sténographes, aujourd'hui on dit sténographes, c'est des gens qui écrivaient à toute vitesse. Ils étaient plusieurs, l'intégralité des débats, et ensuite ils publiaient. On les appelait les logographes, voilà, les écrivains de la parole. Hein. Logos, c'est la parole, graphe, c'est ceux qui écrivent, donc c'est les logographes. Donc il y a une loge qui était au-dessus de l'Assemblée de l'Assemblée sise au manège, et c'est là que le roi et sa famille sont mis à l'abri. Et à 8h, un coup de canon ébranle les vitres, et l'assaut du château est donné. Voilà. Alors qu'est-ce que l'assaut des Tuileries ? Je ne vous donnerai pas de détails parce que je refuse à la fois de me salir la bouche et d'autre part de vous choquer par des descriptions trop crues de l'abomination. J'essaye toujours d'éviter. Je suis souvent dans une situation extrêmement difficile de devoir dénoncer des horreurs sans les nommer. C'est extrêmement difficile. J'essaye toujours de faire une cote mal taillée entre ce qu'il faut dire et ce qu'il faut taire. Ce que je peux vous dire, c'est que l'assaut des Tuileries a été un assaut d'atrocité indicible contre la population du château. Une sauvagerie que l'imagination normale d'un être sain refuse.
On a tué, on a pillé, on a profané. Hommes, femmes et même enfants ont été massacrés, brûlés vifs, mutilés et mangés. Des actes de cannibalisme ont eu lieu dans l'intérieur du château, dans les cuisines. Ça a été une abomination. On a bu du sang d'hommes encore palpitant. On a enlevé des cœurs vivants. On a arraché des cœurs vivants. On a massacré jusqu'aux chiens. C'est une épouvante. L'assaut des Tuileries est une épouvante. Au son des hurlements des victimes de l'assaut, l'Assemblée législative a cru être enfin arrivée au terme de son projet. Elle va gouverner la France avec un roi potiche, parce que depuis le début, c'est ça dont il s'agit. L'Assemblée croit qu'elle a gagné. Elle va décréter la suspension du roi, la convocation d'une convention, et en fait, ces décrets sont prêts depuis des semaines. Tout ça, c'est préparé minutieusement. Donc, une convention nationale va être convoquée. Le roi est provisoirement suspendu, toute réserve faite de la mesure que la Convention croirait devoir prendre, c'est-à-dire qu'éventuellement, on pourrait lui faire son procès, mais éventuellement, c'est encore tout à fait suspendu. Les ministres sont déchus, on rappelle Roland, Servan et Clavière. Vous voyez, ceux-là, ils voulaient vraiment devenir ministres, ils vont l'être de nouveau. Et en présence de la famille royale, entassée dans le logographe, on nomme un nouveau ministre de la Justice, Danton, et on décrète que le roi va être installé au palais du Luxembourg, où il attendra les décision de la Convention. Voilà. Donc le roi va être mis au Luxembourg, et puis ce que le peuple, parce que la Convention, vous avez compris, va être le peuple, donc ce que le peuple va décider, le roi ira l'attendre avec sa famille au palais du Luxembourg. Et le petit garçon, le dauphin, le petit garçon, il avait quel âge? Il avait 7 ans à l'époque, 6 ans, 7 ans, aura pour gouverneur un certain Petion. Pauvre enfant. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? On prépare l'arrivée du duc d'Orléans. Ce que veulent ces gens-là, c'est un changement de dynastie, c'est pas vraiment un renversement de la royauté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'idée de faire une république n'est pas dans ses plans. Elle n'est pas dans ses plans. Donc, ce qu'on essaye, et derrière, le duc d'Orléans est derrière toutes ces manœuvres. Le duc d'Orléans est le grand maître du Grand Orient de France. Et il est prince. Et il est riche. Et il sait spéculer lui aussi sur les blés, faire monter les prix. Et ensuite, vous savez, on a du blé, on le met de côté, le prix monte, les gens hurlent, on arrive en disant « je vous distribue du blé ». Ah, il est gentil. Voilà. Sauf qu'avant la fin de la journée, le réveil va être dur, parce que la commune insurrectionnelle qui s'est installée à l'hôtel de ville, elle vient donner ses ordres à l'Assemblée nationale. Et vous savez pourquoi elle vient donner des ordres? Pour satisfaire la juste colère du peuple. Le peuple, c'est eux. Alors, eux décrètent la déchéance du roi. Le conseil général du département, puis le conseil général il y avait la mairie et le conseil général du département. Le conseil général du département va être supprimé dès le lendemain. Mais le conseil général arrête. Il sera fait une adresse à l'Assemblée nationale pour lui demander que le roi fût enfermé comme coupable de forfaiture et que l'Assemblée sanctionnât ce vœu de la commune. La commune émet un vœu, elle ne veut plus de roi, tout le monde va plier. La famille royale va être gardée comme otage, et gardée par qui? Par 300 Marseillais, au temple. Les 3 décrets qu'on a pris dans la journée partent en fumée, la royauté est tombée, et qui est-ce qui dirige? C'est pas l'Assemblée, c'est la commune insurrectionnelle, les 192 Pékins nommés par 400 au milieu de la nuit. La commune donne des ordres, et l'Assemblée, désormais, obéit. C'est une véritable dictature qui s'instaure, immédiate.